Officiellement, on compte 60 000 morts et 4 fois plus selon des décomptes faits lors des guerres dites classiques. On multiplie toujours par 4 les morts déclarées. Et puis, selon une étude de Harvard, la célèbre université aux États-Unis, c'est environ 400 000 morts qu'il faut compter, y compris les morts indirects. Jeudi dernier, il y en a encore eu 70. Les 2 tiers sont des femmes et des enfants. Selon l'UNICEF, près de 30 enfants sont assassinés tous les jours, c'est-à-dire l'équivalent d'une classe tous les jours. On compte au moins 130 000 blessés, des dizaines de milliers de disparus sous les décombres. À Gaza, il n'y a plus de cimetières, ou ils sont pleins. On ne peut plus enterrer les morts. Les familles ramènent les morts dans des morgues qui ne sont plus réfrigérées puisqu'il n'y a plus de carburant, et dans les quelques hôpitaux encore vaguement fonctionnels. Depuis le 27 mai et la mise en place de la Fondation humanitaire pour Gaza, cette espèce de milice privée des États-Unis et d'Israël qui distribue l'aide à la place des Nations Unies, plus de 800 Palestiniens ont été assassinés en allant dans les 4 centres d'aide qui sont en fait des pièges contrôlés par l'armée israélienne, les milices palestiniennes fascisantes proches de Daesh du Sud et la GHF. L'aide est distribuée au compte-gouttes, bien sûr, et dans des conditions de danger extrêmes. Des soldats israéliens, dont au moins un déserteur, témoignent que les ordres reçus de l'état-major israélien sont de tirer pour tuer. Les bombardements continuent sans cesse sur des camps de tentes, sur les ruines déjà, et sur les quelques bâtiments encore debout. Le 30 juin 2025, l'armée israélienne a bombardé le café Al-Baka, situé sur la côte près de Gazaville. Ce lieu, qui était très fréquenté par des habitants et des journalistes parce qu'on y avait une petite connexion Wi-Fi, était un point de rencontre important. Madj Abou Alouf, journaliste présent sur place lors de l'attaque, a filmé ce qui s'est passé. Il raconte, je cite, « Alors que j'étais aux alentours du café, j'ai vu une grosse explosion qui a secoué la zone. Les missiles lancés par l'occupation israélienne sur le lieu ont produit un très gros cratère. Je suis rentrée et j'ai vu les corps au sol dans le hall. Des personnes, sans tête, sans jambes, sans mains. » Lors de ce bombardement, au moins 24 personnes ont été tuées et des dizaines blessées, selon la défense civile de Gaza. Parmi elles, le journaliste Ismail Abou Hattab, habitué du café, et qui documente depuis le 7 octobre 2023 le quotidien à Gaza sous les bombes. Son travail avait récemment été exposé en Californie et en novembre 2023, il avait déjà été blessé par l'armée israélienne. Il y a également Bachar al-Baylessi, 25 ans, danseur de darké bien connu en France, notamment en Bretagne, à Rennes, à Morlaix. Il était venu accompagner Iyad Al-Astal pour la présentation de son film Yalla Gaza. Il a été grièvement blessé à la jambe et il risque de la perdre s'il n'est pas évacué dans les 48 heures. Sollicité par des élus, par des citoyens, par vous, par moi, la France n'arriverait pas à le faire évacuer. Pendant ce temps, en Cisjordanie occupée, les colons protégés par l'armée se déchaînent toujours. Incendies, attaques des personnes et des biens, des maisons, des voitures, destruction des armes, confiscation de l'eau. Des familles entières doivent partir, leurs maisons volées ou brûlées, leur bétail abattu ou volé. Hier, un jeune homme, Saif al-Din Mouslat, un Palestinien qui vit en Floride, aux États-Unis, a été battu à mort par des colons près de Ramallah. Il venait rendre visite à sa famille en Palestine. Un autre jeune, Mohamed Chalabi, a été abattu par balle lors de la même attaque de dizaines de colons surexcités et surarmés. Depuis octobre 23, c'est plus de 1000 Palestiniens qui ont été assassinés en Cisjordanie, dont 200 enfants. Le mois de juin 2025, avec des dizaines d'attaques de colons, vient confirmer le sentiment de toute puissance des extrémistes juifs qui sont de plus en plus nombreux à être surarmés. Et parallèlement à la violence des colons,
La colonisation, qui est illégale, n'en finit pas de s'accélérer, alors que pourtant la Cour internationale de justice a ordonné à Israël d'évacuer les territoires qu'il occupe pour septembre 2025. C'était le 19 juillet 2024. C'était un avis consultatif, mais inédit, qui affirmait que la présence d'Israël dans le territoire palestinien occupé est illégale au regard du droit international, en raison de l'annexion, la privation continue du droit à l'autodétermination des Palestiniens et de violation de la Convention de l'ONU sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Mais, sûrs de l'impunité, les dirigeants israéliens veulent transformer la colonisation en réelle annexion de la Palestine. Cette impunité doit cesser. Les États, dont l'Union européenne et la France, garantes du droit international, doivent prendre des sanctions contre les colonies et contre Israël. Pour la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, je cite, « En 2022, la France a importé 1,5 milliard d'euros de biens israéliens, dont une partie provient des colonies, permettant ainsi leur viabilité économique et, par effet d'entraînement, jouant un rôle indéniable dans le maintien de la colonisation et son extension territoriale et économique. La France doit avoir le courage d'agir concrètement et ainsi rejoindre le mouvement lancé par l'Irlande afin de ne pas parjurer ses valeurs et ses engagements. » Mais l'UE vient de voter honteusement pour ne pas sanctionner la politique génocidaire d'Israël et ne pas rompre l'accord d'association qui avait été signé en 2002, tout en reconnaissant qu'Israël viole l'article 2. Cet article 2 qui est suspensif de l'accord si des crimes sont commis par l'un des partenaires. Dans le même temps, la répression s'accentue. Les USA accusent les juges de la Cour pénale internationale d'antisémitisme, de soutien du terrorisme, etc., la même logorée que d'habitude, au point que certains ont démissionné sous la pression. Et ils viennent de décider de sanctionner Francesca Albanese, rapporteure spéciale des Nations Unies pour la Palestine, qui fait l'impossible, je dirais, pour dénoncer les crimes israéliens et pour les faire connaître sur toutes les plateformes du monde entier. Avec beaucoup de courage, elle est menacée, y compris dans sa vie privée, depuis longtemps, et maintenant, elle est sous sanction des États-Unis. Les Nations Unies ont demandé que les sanctions soient levées, bien sûr, mais en Allemagne et au Royaume-Uni, la répression des manifestations est devenue extrêmement violente. Et en France, lors de manifestations sur le Tour de France contre la présence d'une équipe israélienne, la police est intervenue extrêmement violemment. À Caen, par exemple, les drapeaux palestiniens ont été arrachés, les gens ont été malmenés, bousculés, frappés. Et des policiers qui ont participé à ces violences ont affirmé ensuite, au niveau des médias, qu'ils avaient reçu la consigne qu'aucun drapeau ou marque de soutien à la Palestine ne soit visible sur le parcours du Tour, par solidarité avec Israël. Dans le même temps aussi, un avion d'Air France était supposé transporter des armes jusqu'à Tel Aviv. Paris a laissé également Netanyahou, criminel de guerre recherché par la justice, survoler le territoire français, utiliser l'espace aérien français alors qu'il se rendait à Washington pour rencontrer Trump. Lequel Trump l'a reconnu avec des marques d'amitié énormes pour le génial leader qu'était Bibi, lequel Bibi a donné dans le grotesque autant que l'insupportable en proposant Trump au prix Nobel de la paix. Il y a un nouveau plan israélo-états-unien pour Gaza. Il s'agirait, c'est le ministre de la Défense Katz qui l'a fait savoir, de créer une ville humanitaire, je mets les guillemets évidemment, à Rafah, enfin sur les ruines de Rafah, parce que vous savez bien que Rafah n'existe plus, où ils où ils entasseraient 600 000 personnes dans un ghetto, selon les termes même du journal Haaretz, du journal israélien Haaretz, un ghetto surveillé de l'extérieur et d'où il serait absolument impossible de sortir. C'est-à-dire que les 600 000 personnes seraient coincées dans ce ghetto
avec apport d'une aide humanitaire, on ne sait pas sous quelle forme, et encore une fois par des milices privées et non pas par les Nations Unies. Et puis le 1,4 million autres seraient incités à émigrer. Où? On ne sait pas. Et comment? On ne sait pas. Sauf qu'il faudrait qu'ils passent par des zones de transit pour, je cite, y résider temporairement, se déradicaliser, se réintégrer et se préparer à se relocaliser. Donc on est dans un enfermement absolument insupportable. Il s'agit de nettoyage ethnique non dissimulé, presque revendiqué. Quant au nord de Gaza, il serait annexé. Ils y prévoient des zones commerciales affluentes, riches, en lien avec d'autres pays arabes et les pays du Golfe. Et puis surtout, ils pourraient profiter ainsi de l'exploitation de la nappe de gaz sous-marine au large des côtes de Gaza, qui est gaz palestinien, bien sûr, et qui ramènerait des milliards de dollars de bénéfices et qui ne sont pas pour rien, évidemment, dans ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Malgré tout ça, la solidarité ne se dément pas. Partout, il y a des manifestations, il y a des mouvements, il y a des syndicats qui se mobilisent. On les avait vus déjà dans les ports pour bloquer les navires qui amenaient du matériel militaire en Israël. On l'a vu, je vous parlais de l'avion d'Air France tout à l'heure, on l'a vu aussi pour les travailleurs des syndicats de l'air qui se sont mobilisés pour empêcher que cet avion parte. Et puis, il y a le Handala. Le Handala, c'est un bateau de la coalition internationale de la flottille de la liberté qui, depuis 2010, essaye de briser la flottille, qui depuis 2010 essaie de briser le blocus de Gaza, essaie d'envoyer des bateaux porteurs de solidarité internationale et d'aide humanitaire à Gaza. Cette année, c'est donc le Handala, c'est un beau bateau que nous avons reçu l'année dernière, je pense que plusieurs d'entre vous l'ont vu. Il était déjà parti pour Gaza l'année dernière et malheureusement, des problèmes de moteur importants, on l'a obligé à arrêter à côté de Malte. Donc on l'a fait hiverner en Sicile, il a été réparé et là, il part. Et ce bateau, c'est un beau bateau, moi je l'aime bien. Ce bateau a pour mission d'amener une cargaison importante, cette fois. Sur le Madeleine, la Madeleine qui a été arraisonnée, volée il n'y a pas longtemps, il n'y avait pas grand-chose, le bateau ne s'y prêtait pas. Cette fois-ci, oui, il y a une vraie cargaison. Et puis il y a surtout des gens qui donnent de leur temps, qui se mettent en danger pour aller dire non au blocus, non au génocide, non à l'apartheid. Parmi eux, deux députés de la France Insoumise, que je salue ici, l'une au Parlement français, l'autre au Parlement européen, et qui sont en train de se préparer à se rendre à Gallipoli, sur la côte italienne, pour monter à bord du bateau. Donc le bateau partira le 18. Il a quitté le port d'Augusta, où il avait été hiverné avant-hier. Il se rend à Syracuse, demain, puis donc à Gallipoli, d'où il partira le 18. Alors il faudra être attentif. Vous savez que quand la Madeleine a été arraisonnée, nos camarades ont été évidemment arrêtés, ont été détenus, d'abord en centre de rétention, puis en prison, certains d'entre eux plus que d'autres, parce que c'était au moment où Netanyahou décidait d'attaquer l'Iran et que l'espace aérien israélien avait donc été fermé. Donc il faudra être vraiment vigilant. Vous vous rappelez quand la Madeleine a été attaquée, on s'est retrouvé à près de 700 ici à manifester notre indignation et notre solidarité avec les camarades à bord. Donc il faut se préparer. Si ça se déroule comme les autres fois, ce serait au niveau à peu près aux environs du 25 que l'attaque aurait lieu. Bon, on ne peut pas être sûr évidemment, mais c'est en général. Il faut une petite semaine de route pour aller d'Italie jusqu'à Gaza. Et donc, à partir du 24, 25, il faudra vraiment être vigilant et être prêt à se remobiliser. La France n'avait rien fait parce qu'il y avait également une élue de la France Insoumise sur la Madeleine, c'était Rima Hassan, que tout le monde connaît, députée européenne, palestinienne et française. Et la France n'a pas apporté de soutien.
Donc il faudra aussi qu'on exige que la France soutienne nos camarades. Il y a cette fois 4 Françaises à bord. Il y a l'ingénieur, il y a l'infirmière et il y a les 2 camarades députés. Donc soyez à l'écoute de ce que l'on pourra vous dire. Alors un tout petit point positif. L'Union européenne, dans des négociations directes avec Israël, a réussi à obtenir l'entrée d'un peu d'aide humanitaire, un peu plus que ce qui entre par la fondation humanitaire, et notamment un peu de carburant. Alors, ce sont des milliers de litres de carburant, mais la déclaration des responsables des hôpitaux encore vaguement fonctionnels à Gaza, c'est que ça suffira pour une journée. Les discussions ont lieu au Qatar, directement entre Israël et le Hamas. La proposition des États-Unis qui a été acceptée par le Hamas, c'était une trêve de 60 jours, un retrait des troupes israéliennes, la libération de 10 captifs vivants et des corps d'autres captifs israéliens. Et puis, le Hamas demande à l'issue des 60 jours une trêve définitive, un cessez-le-feu définitif. Et là, Netanyahou dit non. De toute façon, depuis le début, à chaque fois qu'il y a eu des tentatives d'accord, le gouvernement Netanyahou a mis des bâtons dans les roues et a fait capoter l'affaire. Donc, on peut être un tout petit peu optimiste sur le fait que les négociations aboutissent, mais il ne faut pas non plus être naïf et là aussi, rester vigilant. Je vous remercie.